Bonjour, je me présente, Nathalie Dallaire. Je suis dans l'équipe des formatrices chez Marketpedia. Puis aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous présenter, de vous résumer dans un temps relativement succinct, c'est la refonte finalement du niveau 1. La refonte, mais on ne repassera pas en détail tous les éléments. On va vraiment s'attarder peut-être plus à ce qui est les éléments nouveaux, les compléments. Donc, un raffinement, voyez-le comme ça. Puis, ce qu'on a voulu faire derrière cette intention de mise à jour, je le rappelle, c'est de rendre hommage à l'œuvre. Tu sais, je crois que Lionel Arsenault, qui est l'auteur, en fait, de cet outil, nous a laissé vraiment une qualité d'outil psychométrique. Il y a à l'intérieur de cet outil tellement de finesse, tellement de bons indicateurs, puis en parfaite complémentarité avec les autres outils psychométriques qu'on connaît pour la majorité d'entre nous au Québec. Donc, ce que je voudrais mettre en lumière aujourd'hui, c'est vraiment seulement que les ajouts, les ajustements. Je me présente à vous comme formatrice. Je suis aussi coach professionnel, coach certifié. Avec une maîtrise en gestion de projet. Donc, mon travail dans la vie, c'est que je suis consultante indépendante. Puis, j'accompagne les organisations, surtout les dirigeants, dans leur plein développement de potentiel dans les organisations, mais aussi dans le développement des compétences. Donc, dans les dernières années, j'ai accompagné les gens, oui, dans l'utilisation d'outils autres que celui de Marketpedia. Depuis que je suis à travailleur autonome à mon compte, j'ai grand plaisir à accompagner les organisations et les gestionnaires dans cette solitude-là. Puis ce qui me pique ma curiosité encore aujourd'hui, c'est dans ces zones de turbulence-là, dans ces zones où la résilience est sollicitée, qu'est-ce qui peut en faire une différence, une distinction? Donc, l'accompagnement à l'intérieur de ça, l'outil Audace particulièrement précis, efficace. C'est avec aussi un grand engagement et une grande passion envers cet outil que je me présente à vous. Donc, voyez-moi aussi comme une collègue. Avec ma collègue, justement, Pascal Gravel, on a retouché certains termes, puis je le redis encore une fois, c'est vraiment pour rendre hommage à l'œuvre. Donc, l'intention d'aujourd'hui, c'est de repasser au travers une vision d'ensemble d'une base que vous avez déjà. Parce que si on se voit aujourd'hui dans cette capsule, c'est parce que cet ajustement-là mérite une attention de votre part. Vous avez déjà eu la base niveau 1. Ce que je veux faire avec vous, c'est repasser en revue l'augmentation des compétences que vous avez acquises dans la formation, puis situer la mise à niveau exactement à quel endroit elle se situe. Donc, vous avez en partage d'écran ici le plan de cours qu'on a revu aussi. Donc, pour le niveau 1, ce qu'on veut faire, c'est vraiment, là, si on a un énoncé de compétences à scripter, à écrire, ça s'attarde davantage à la compréhension des fondements théoriques et pratiques pour utiliser l'outil psychométrique Audace. Ça se décline ensuite en des objectifs un peu plus spécifiques qui est bien entendu comprendre les origines, mais aussi la structure de la base de cet outil et de présenter des résultats d'un profil personnel, la formation pour une formation, pour un outil, un rapport d'une équipe complète. Elle sera dans un autre objectif de formation. Puis pour le moment, c'est vraiment présenter les résultats d'un profil personnel. Donc, c'est un deuxième objectif spécifique. Et le dernier, toujours dans la même formation ici, c'est d'accompagner, donc d'avoir la compétence de développer un plan de personnalisé pour renforcer ce facteur-là de résilience qui aura été identifié. Euh, qui dit accompagnement dit aussi outils. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est on va aller revisiter d'où vient c'est la base finalement de notre outil. Donc, on fait un lien avec le concept VUCA ou VICA en français. Donc, ce que je veux faire ici, c'est de repasser tout simplement le concept que vous connaissez peut-être déjà, là, juste le remettre en lumière parce que c'est un objectif qui est important, un objectif d'apprentissage. Il y a aussi le lien avec comprendre les origines et la structure, qui est la compréhension de la structure en tant que telle d'Audace, pourquoi qu'elle a été conçue comme ça.
un survol uniquement. Comprendre la validation scientifique, on ne s'enfoncera pas dans la validation, ça n'a pas été revu cette partie. On va vraiment s'intéresser davantage à l'analyse des résultats d'un profil audace pour mieux ensuite, dans l'objectif spécifique, ben, en faire la restitution, ça veut dire en faire la présentation auprès d'une personne qui ne connaît tout simplement aucun vocabulaire lié à cet outil. Donc, vraiment l'accompagner à comprendre, un, les résultats, puis, dans un troisième espace, l'accompagnement avec des outils. Ce qui a été vu dans niveau 1 a été bien survolé dans votre base de formation. Et là, ce que je voudrais remettre en lumière, c'est qu'il y a des liens entre des outils très précis et les composantes de la base de l'outil Audace. Donc, principalement, on va en revoir 5-6 ensemble là, qui ont vraiment rapport à chacune des composantes. Donc, ça, il faudrait que ce soit acquis, il faudrait que ce soit maîtrisé, ces outils-là, pour le niveau 1. Donc, dans les activités qui sont en lien avec ça, on va les repasser, mais pas tout en revue, bien entendu. Donc, je vous propose la structure suivante pour la capsule. Je vais essayer de m'en tenir dans un délai assez restreint pour avoir cette vision-là d'ensemble, mais surtout, je vous invite à revisiter la formation que vous avez eue. Vous devriez avoir accès aux enregistrements pour voir la base, puis ensuite, ben, être capable de meubler avec les éléments que je vous précise ici. Puis, l'élément qui est vraiment important, qui ne figure pas ici à l'horaire, c'est un deuxième temps d'entraînement et de pratique. Tu sais. Donc là, je vais vous donner quelques trucs, quelques pistes à ça. Donc, la déclinaison ben, c'est ça, de notre capsule. On a vu le plan de cours ensemble. Les étapes pour la certification, je vous les apporte à votre attention dans quelques instants. On va revenir sur la métaphore de la montagne, hein, cette structure, chacun a son Everest, là, on va revenir à ça, mais surtout de la posture du guide, c'est-à-dire du certifié. La posture du certifié en vous, on va en reparler un peu. Dans l'architecture d'Audace, dans cette structure, ben, on va s'attarder à, oui, l'interprétation d'un rapport, puis tous les termes, la déclinaison des termes qui ont rapport à chacune de ces composantes et des continuums. Tu sais, c'est très important, c'est un clou qui va prendre beaucoup d'espace dans la capsule d'aujourd'hui. Puis les outils d'accompagnement, je vous ai dit qu'on en repassera en revue quelques-uns. Qui méritent d'être tu sais, de l'ordre de la maîtrise. C'est pas seulement que les connaître, c'est de l'ordre de la maîtrise. Et ensuite, on va terminer notre rencontre avec une revue finalement du concept VICA ou VUCA en anglais. Donc, un passage là, simplement sur la théorie et le lien surtout avec Audace. Donc, je vous parlais de la certification. Pour faire très simple, très court, lorsque vous avez suivi votre formation niveau 1, il y avait un lien où il y avait une disponibilité de crédit pour que vous puissiez vous pratiquer et tout ça. Si vous ne disposez plus de crédit, sachez que dans votre parcours d'apprentissage, c'était pour nous très important de comprendre que la formation, c'est une chose, mais s'exercer, ça fait aussi partie de la formation. Donc, les crédits disponibles, je vous invite à avoir en tête ou à cibler des personnes dans votre entourage. Une personne que vous connaissez un peu plus, une personne que vous connaissez un peu moins pour justement en faire des bancs d'essai. Donc, ce que je voudrais voir avec vous, c'est d'être capable de restituer un profil à une personne. Puis avant d'aller vers ça, si ce n'est pas déjà fait, moi, je vous suggère fortement de vous pratiquer avec des pairs dans l'équipe des certifiés ou tout simplement, ben, c'est ça, de prendre rendez-vous puis faire ce qu'on appelle du mentorat, hein, faire un accompagnement plus dédié à. Lorsque vous allez sentir le moment, moi, je vous invite à prendre un rendez-vous pour pouvoir faire une évaluation dite pratique. Juste avant, c'est peut-être intéressant d'aller voir l'examen théorique, qui est en fait une vingtaine de questions à choix multiples. Un choix relativement, ben c'est ça, vous avez le droit à vos notes, donc c'est relativement facile. Ce n'est que pour repasser en revue, une certaine validation. On dit test théorique, mais en fait, c'est une validation parce que vous avez accès à vos notes. Donc, c'est de reparcourir les concepts et tout. Donc, une validation de votre expertise hein, qui a été acquise, on va pouvoir le mesurer. Puis, des éléments qui peuvent se répondre par une courte réponse. Fait que dans le même exercice, il y a ces deux-là. Ce n'est pas des paragraphes, on ne fait pas une thèse là, ici. Là. On est vraiment plus dans l'identification des concepts puis de comprendre la matière théorique. Pour ensuite, là, je reviens sur la pratique.
lorsque vous allez sentir le moment, prendre un rendez-vous avec les deux profils que vous allez avoir sous la main. Donc, les profils de personnes que vous connaissez, une personne que vous connaissez un peu moins. Donc, on va en mettre deux à l'épreuve. Les gens qui ont été qui ont répondu au questionnaire, donc qui ont les profils, ne seront pas convoqués à cette rencontre-là, là. On va être tout simplement en binôme, l'évaluatrice et vous, en l'occurrence, la personne qui passe l'exercice. Avec les deux profils, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les survoler, puis on n'ira pas dans le détail, là, mais cette façon d'aller revisiter la présentation à un gros niveau, là, à haut niveau, pour pouvoir restituer l'essentiel, l'accompagnement et tout de la compréhension des résultats. Ça va être très important parce que un premier et ensuite un deuxième pour se faire la main. Donc, l'objectif est de passer le plus possible d'éléments pour voir votre aisance, l'accès au vocabulaire, la posture, cette aisance-là d'en faire des liens entre les composantes. Ça va faire partie des points d'observation. Donc, c'est très simple. Puis, voyez-le comme un moment de validation, encore une fois, de votre aisance. L'objectif de resituer une partie de validation dans le cursus d'une certification, c'est d'être capable de partir l'esprit serein, de dire ce n'est pas que juste une formation où on a reçu de l'information descendante. Il y a eu une mise en pratique, il y a eu une mise en épreuve, puis qualifié, capable maintenant d'exercer avec cet outil. Donc, euh, donc voilà pour la partie de certification. Fait que le moment venu, vous avez un lien Calendly qui va être à votre disposition pour pouvoir prendre un rendez-vous d'évaluation orale. Voilà, voilà. Si d'ici là, vous avez des questions, il est possible d'avoir du mentorat, il est possible d'avoir de l'aide, autant au niveau de la plateforme que de l'aisance à présenter un profil, etc. On peut vous donner des trucs et astuces. Là, pour le moment, c'est mes coordonnées qui y sont, mais vous aurez accès aux formatrices pour vous aider dans la capsule, dans l'espace de mentorat. Euh, J'en viens au sujet suivant qui est l'aide, le support. Toute la note, l'approche d'Audace est aussi dans cet accompagnement, cette aide plus fin un peu, qui est comparable à une montagne, escalader ou poursuivre la montagne jusqu'au sommet. Donc, la structure, vous avez remarqué, la pyramide, l'allusion à la montagne. Bon, la métaphore de la montagne, pour moi, fait beaucoup de sens. Puis pour vous, devrait l'être aussi parce que on a la base et puis vers le sommet, chacun a son évret, chacun a sa montagne, chacun a ses tempêtes, tu sais. Donc, d'accompagner les gens dans ce principe de gravir les échelons, gravir ces tempêtes, dans une zone de turbulence, comment on apprend sur soi aussi hein, dans ces zones-là, où la résilience est drôlement sollicitée, cette capacité de rebond, tu sais, face à l'adversité, comment ça se passe et comment qu'on peut en apprendre justement pour évoluer comme professionnel, évoluer comme gestionnaire à l'intérieur de cela. Euh, donc, quand on dit accompagnement, j'aime bien placer votre rôle de certifié, notre rôle de certifié, à l'intérieur d'un concept où on accompagne aussi les gens vers ces embûches, ces difficultés, vers le sommet, à se développer vers un objectif qui leur est propre, sur lequel ils veulent apprendre sur soi, traverser une difficulté. Puis, c'est vraiment dans un concept où apprendre sur soi, c'est une chose, mais dans l'empirique, en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est là que l'outil Audace devient intéressant, c'est que dans cette audace vers l'extérieur, qu'est-ce qui fait que la résilience, on peut être accompagné à mieux la voir, mieux la comprendre, puis comprendre ce qui se passe en dedans pour se développer comme humain, tu sais. Donc, notre rôle comme certifié, se décline en trois piliers: conscientiser, évaluer et accompagner. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Si je les décline avec plus de mots, conscientiser vient du fait d'ancrer la présence comme une grande qualité de présence et surtout de révéler ces tensions-là qui peuvent être invisibles. Donc, conscientiser, ça veut dire être capable d'amener une personne à voir les choses. Donc, conscientiser, ce n'est pas un guide comme un Sherpa, si on veut, qui nous aide à monter la montagne, mais qui la monte à notre place ou qui nous place les prochains pas. Tu sais, il y a une forme d'accompagnement très senti, les yeux sur les yeux, pour être capable, dans qualité de présence, en grande lucidité, avancer avec la personne et non pas la devancer.
Euh, on pense que le certifié entre en relation avec l'autre dans un espace de clarté, sans chercher à interpréter ou à corriger quoi que ce soit. On n'est pas là dans le jugement, mais en créant les conditions pour que les prises de conscience émergent tout doucement. Ce qui est intéressant aussi, là, dans le second pilier, ça va vraiment en lien direct avec cet élément de prise de conscience, à quelque part, sans jugement. Observer avec méthode et surtout neutralité. Je dis observer dans une posture de très rigoureuse, non jugement, tu sais, vraiment dans une éthique et une bienveillance, je dirais, très profonde, un senti qui peut être à révéler les choses. Mais l'unité de mesure qui s'y pose ici, dans le fond, c'est un peu comme accompagner la personne à voir des faits hein, qui sont peut-être abstraits, pas très sentis, mais avec, dans le fond, c'est détecter des indices, il faut le voir comme ça, et les potentiels et tout ce qui est là, tu sais, qui émerge, qui semble émerger, mais surtout voir à ce que la personne les voit au lieu que nous, on donne la réponse. Tu sais, donc, ça va vraiment dans le conscientiser, donc évaluer les éléments qui, ou révéler ces évaluations-là qui vont permettre à la personne, ben, un peu comme un outil de mesure, de comprendre ce qui se passe avec un peu plus de, ben, c'est ça, de clarté. Donc, on pense que le certifié doit maîtriser les outils d'évaluation du modèle Audace tout en respectant cette diversité-là, la complexité de l'humain, en fait, qu'il y a devant lui, puis des relations avec son environnement. On considère que c'est très empirique. Audace va vraiment mesurer cet espace-là qu'il y a dans la résilience. Euh, le dernier des piliers, c'est vraiment de cultiver la résilience et l'autonomie. Ce qu'on entend par là, c'est la posture de, comme si on était ce veilleur. Il ne faut pas agir comme un sauveur, faut être dans cet accompagnement-là assez serein, puis d'automatisation de l'autre, tu sais, dans son propre processus d'évolution. Ne pas le précéder, être là en forme d'accompagnement. Dans le fond, on pense que le certifié Audace apporte pas nécessairement la solution toute cuite, là, toute faite comme ça on, on trace ensemble le chemin. En fait, c'est vraiment comme ça qu'il faudrait le voir. Le chemin possible mobilise les ressources internes ben, du client, en l'occurrence, la personne qu'on accompagne, puis le soutien à l'expérimentation. Donc, je rappelle les trois piliers. Conscientiser, évaluer, pas dans le jugement, évaluer, avoir les éléments pour, en feedback, éveiller la prise de conscience, puis faire en sorte que cet accompagnement-là est tellement doux, c'est tellement en bienveillance que, dans le fond, on est là pour aider à tracer le chemin ensemble et non pas dicter les prochains pas. Donc, cette posture qui se veut, ben, ça se gorge de valeur, tu sais, c'est quelque chose qui est probablement très présente si vous avez déjà ce volet coach-là, d'accompagnant RH. Cette manière d'être en qualité de présence, une présence engagée, qui n'est pas intrusive, qui est vraiment un accompagnement, un respect profond pour l'humain, ben, tant individuel que dans son empirique, là, dans son systémique à cet humain-là ou à cette équipe-là. D'apporter cette dose de clarté, je dirais, d'intégrité, puis d'écoute multidimensionnelle. Puis il peut y avoir plusieurs paramètres sur lesquels ben, il faut veiller à, il faut être conscient d'eux. Donc, il faut avoir cette originalité-là d'écoute, je dirais, pour ne pas en être trop fixe, mais très empirique, là. Voilà. Euh, avoir ce courage de nommer les choses. Quand on dit évaluer, c'est tout moins de mettre le doigt sur quelque chose qui pourrait un élément, une mesure, de révéler dans une définition, dans un accompagnement, avec patience, la patience d'accompagner pour aider la personne à s'y retrouver aussi à l'intérieur de ça et voir si ben justement cette zone d'appropriation déjà été découverte ou est déjà assez présente pour en apprendre davantage. Donc, on est vraiment en accompagnement euh, pour que la personne évolue hein, vers l'avant idéalement. Puis cette neutralité-là, assez active, sans projection, sans interprétation abusive, on est là tu sais, ouais, c'est ça, en qualité de présence et en bienveillance. Donc, pour la posture du certifié, ça va directement en lien avec, rappelons-nous, l'origine du modèle, parce que Lionel Arsenault nous a laissé un ouvrage de grande qualité dans cet outil psychométrique. Les liens, les composantes viennent quand même d'une certaine curiosité, je dirais. Donc, dans la question du comment l'individu réagit-il lorsqu'il est exposé aux ondes de turbulence, on est plus dans cette curiosité-là de
savoir, s'enchaîne le comprendre. Comprendre qu'est-ce qui permet aux individus de progresser et rebondir. Donc là, avoir des informations, savoir quelque chose, mais comprendre pour avoir des connaissances, pour les appliquer. Vous voyez que le lien entre la posture du fameux Sherpa, là, le guide, finalement, l'accompagnant que vous êtes, et le modèle audace, d'avoir la curiosité d'accompagner sans devancer, mais comprendre et développer cette prise de conscience-là vers un certain mouvement. Et c'est riche de sens parce que tous les outils en lien avec les composantes, il y a des liens directs à faire entre ces éléments, puis c'est un certain privilège d'accompagner en fonction de ce modèle direct, avec un lien direct avec, ben, c'est ça, les composantes, mais cette posture qu'on veut d'accompagnement. C'est comme c'est ça, un certain privilège d'aller dans ces méandres et de gravir vers l'objectif, je dirais. Donc, il y a un lien direct à faire entre la posture et l'origine du modèle. Donc, ici, ce qu'on a voulu faire dans l'approche de la résilience, c'est de créer un modèle relativement simple, là, hein. Vous avez la base niveau 1 minimalement pour avoir accès à cette capsule-ci. Donc, les facteurs de résilience, en fait, on a nommé facteur parce que c'est un coefficient hein, de résilience qui est ici identifié parce que c'est un calcul mathématique, un coefficient. Donc, on a toujours nommé facteur. Il y a 5 facteurs. On enlève le mot puis on le remplace par composante parce que ici, ce qu'on a fait dans la refonte du modèle, c'est voir qu'il y a des composantes qui amènent une information qui est très riche. Donc, le recensement de ces 5 éléments-là amène à une unité de mesure qui est, on va le voir tantôt, dans une modélisation, donc une typologie qui est dynamique. On va les nommer continuum tout à l'heure. On va mettre les mots aux bons endroits. Puis quelque chose de très pragmatique, c'est de vous laisser aussi ce rapport explicatif, mais qui est aussi dynamique. C'est pas statique, donc c'est un pronostic que ce soit présent, mais il mérite plus d'explications dans la bouche de chacune des personnes. Je l'ai bien nommé, des explications. Parce qu'à la typologie, il peut y avoir une définition sur laquelle la personne à 100% s'y retrouve. Puis, dans un certain degré de probant que ce soit présent, la personne peut s'y retrouver un petit peu moins dans la définition. Donc, c'est pour ça que dans la modélisation dynamique, le rapport explicatif amène l'espace aussi à ce que la personne puisse être en phase avec exactement ce qui est dans la définition ou partiellement parce que ça se modélise un petit peu différemment pour la personne. Et c'est fascinant de voir, en respectant la complexité de l'humain, à quel point ça peut nous amener dans de belles pistes d'exploration. Donc, c'est un modèle assez ouvert qui est plus, c'est un modèle probabilisme. C'est un modèle qui n'est pas là en diagnostic, il est là en accompagnement. Et pour ce faire, en accompagnement, la banque d'outils très audacieuse, il y a vraiment beaucoup d'éléments à l'intérieur qui peut nous permettre, comme accompagnant, comme certifié, ben c'est ça, de permettre à la personne d'aller dans ces méandres-là, je dirais, de découverte sur wow, qu'est-ce qui existe, comment voir les choses différemment pour être capable de stimuler ce développement-là de la résilience, éveiller les prises de conscience, un veilleur de résilience. Le modèle mathématique, en fait, au niveau des questions, n'a pas été modifié, là. Là-dessus, je n'aurais rien à rajouter. Les questions demeurent sensiblement les mêmes, bien que dans le modèle actuel, on a mis de côté le volet express, le rapport, le questionnaire express, où, somme toute, la validation avait été correcte, tout était bien posé, mais on l'a mis de côté pour les raisons où, en expérience vécue, on s'est rendu compte que certains usagers du questionnaire confondaient par moment parce qu'ils avaient besoin de répondre en période de turbulence, en période de stabilité assez rapidement. Puis ça jouait aussi un petit peu au ping-pong là, dans la tête où ce que tu plus capable de répondre ou peut-être pas assez aisément. Donc, la volet express, je le rappelle, on l'a mis de côté temporairement. Ce qu'on veut faire, c'est dans le volet classique, le questionnaire classique, en 2 parties, là, celui qui avait 2 segments, on l'enrichit. En fait, on met d'avant ce questionnaire-là. Puis, on accompagne aussi la personne à saisir encore un peu plus le volet où la posture devrait changer. Donc, on conditionne un peu la personne dans un mindset légèrement plus ancré, avec un modèle visuel. On veut vraiment que la personne identifie son agent, ben, ses agents, ou en tout cas dans une posture plus de vulnérabilité.
complète la partie du questionnaire qui a rapport à ces questions et vous allez voir que l'expérience vécue sur la façon de répondre aux questions est un peu plus facile, là, si on veut. Là, on a ajusté la façon de répondre et non pas les questions. OK? Donc, ce qu'on veut évaluer ici, c'est de tracer une ligne entre l'aisance, si on veut, le volet plus naturel et le volet où il semble avoir un stress, où la personne se sent un peu plus dépassée. Donc, on va essayer de recréer ce mindset-là puis mesurer l'écart entre les deux ou s'il y a une posture, accompagner la personne à en lire cette définition. Donc, la validation scientifique étant prouvée, l'idée n'était pas de revenir sur ce schéma-là qui a été bien structuré. C'était dans l'expérience vécue du questionnaire que ça a été amélioré, je dirais. On a fait la révision. L'autre élément que je voulais prêter à votre attention, c'est qu'il y en a qui nous expliquent que ouais, c'est un outil, un autre outil de plus, mais en fait, voyez-le en complémentarité avec les outils dont on a davantage l'occasion de comprendre un peu plus ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le développement de soi, le développement de comprendre un peu ses préférences comportementales et tout ça dans l'intérieur de la personne. Donc, Audace à la différence, va aller peut-être chercher, oui, des informations, aider la personne en période de stress, à mieux comprendre ce qui se passe. Le stress étant identifié ou en tout cas modélisé, on essaie d'accompagner la personne à bien bâtir, à bien le concevoir. Mais il y a aussi le volet équipe. Donc, un individu, c'est une chose, le volet équipe, c'en est toute une autre dans la dynamique entre les gens. Puis, je scénarise ici, là, dans le dessin, où la zone de turbulence, en fait, pourrait être autant pour un individu qu'une équipe, que même le lien entre la gestion du changement de l'équipe et de l'individu, hein. Donc, Audace se situe dans la zone colorée où on est dans la gestion, on est dans l'accompagnement dans cette lecture-là, le stress, qu'est-ce qu'il fait sentir, quelle est l'unité de mesure, le leadership qu'on dit résilient, hein, pour l'individu. Et puis, s'il y a dans une équipe en période de turbulence, des dysfonctions ou même la croissance d'une équipe à appréhender ou à bien gérer le changement ensemble. Puis si on monte d'un niveau, ben, c'est à la fois la gestion du changement, oui, de l'individu, des professionnels, mais des éléments qui composent l'équipe. Donc, Audace, en fait, se situe dans l'intersection entre, c'est comme ça qu'on pourrait ici le scénariser. Donc, c'est un outil qui est complémentaire, parfaitement complémentaire aux autres outils que vous utilisez peut-être déjà. Il faut le voir de cette façon. On est plus dans l'empirique que dans l'approfondissement, l'expertise, le développement de soi. On est vraiment dans la mesure de, ben, c'est ça, cette zone-là de turbulence. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, au niveau de la gestion du stress, ça pourrait être utilisé, par exemple, dans une notion de perte d'appétence ou de perte de sens chez un individu, une transition comme une gestion de carrière ou si l'individu est en quête de se développer dans cette gestion-là de stress, tu sais, donc s'aventurer à mieux comprendre, changer sa posture d'observation quand cette zone de turbulence-là arrive, comment on peut mesurer, se voir aller, se faire accompagner dans cette gestion de stress à travers des outils de coaching, mais en partie le développement de soi, mais développement de coaching, voir les choses autrement. Un autre élément qui est intéressant, c'est que les mêmes individus pourraient tout simplement être dans ce besoin-là de d'évoluer dans une zone de turbulence malgré la pression. Donc là, l'appétit pour la résilience, la gestion du stress, puis apprendre dans je dis l'appétit, mais c'est de voir que dans ce stress-là, il y a moyen d'apprendre, de se développer comme humain. Donc, une posture, je dirais, un peu plus tournée vers l'avant, tournée vers ce challenge. Donc, certains individus pourraient en sentir le besoin. Audace est fait aussi pour ça. Et accompagner une personne qui fait du surplace pourrait être aussi un très bel exemple. Cette personne-là qui nous dit, bah, moi, je plane, j'ai essayé toutes sortes d'outils, toutes sortes de manières, ben, c'est ça, de me faire accompagner avec diverses stratégies, divers processus et tout. Puis là, ben, ça pourrait être une manière complémentaire, je dirais, d'aller vers l'avant. Montrer en compétence un gestionnaire pourrait être un bel outil ici là, à y prêter à son attention. Donc, en lien avec des programmes de leadership, des programmes de résilience, pourrait être un bel outil là, de complémentarité.
Si on se tourne davantage vers l'équipe cette fois-ci, les équipes qui sont face à des échecs transformationnels où ce que le feu est pris là, dans la bâtisse, là, tu sais, on sent qu'il y a plus que des tensions. Il pourrait avoir ben, cette façon de se retourner plus timidement ou tu sais, quelque chose qui pourrait s'apparenter à des conflits latents ou des trucs de cette manière. Donc, audace pourrait être à nommer les mots, nommer ce qui pourrait en période de turbulence, aider les gens à voir les choses autrement, mais si le climat est déjà un peu tendu, pourrait faciliter effectivement dans sa lecture, afficher ou être en lien avec nommer ces mots pour ensemble constater et évoluer ensemble. Donc, toujours dans un programme de résilience pourrait être de cet outil qui travaille sur le capital émotionnel d'une équipe et nécessairement les outils qui vont avec. Une croissance d'une équipe peut aussi être dans une posture de relation où les gens sont déjà bien, il n'y a pas de malaise dans la demeure, l'équipe est bien, mais pourrait migrer vers un haut niveau de potentiel collectif, advenant qu'on appréhende un changement ou on voudrait migrer vers un degré de plus, ben, on pourrait utiliser cet outil dans une formation en résilience, mais d'équipe donc, la base y serait tout autant. Puis, dans la gestion du changement, s'il y a un changement qui est prévu à l'horizon, autant pour l'individu que pour les équipes, Audace pourrait être de cette précieuse ressource, un outil qui nous aide à mettre en place des mécanismes et des outils de mesure, mieux comprendre la gestion de ces énergies-là avant que ces périodes de changement-là arrivent ou sont subies, je dirais. Donc voilà, on est toujours dans une perspective d'accompagnement dans différents critères. Les intersections que je vous ai montrées, en fait, le Audace est là pour ça. Dans la structure de l'outil, qu'est-ce qui a changé? En fait, rien du tout. Dans les composantes, on est encore à 5 composantes, O-D-A-S-E, l'acronyme n'a pas changé. Ce qui met en lumière ici, cette diapositive-là, c'est un rappel aussi dans la marge en haut à gauche que c'est un outil de pronostic, hein. Il faut se le rappeler, c'est un outil qui ne diagnostique pas, c'est un outil qui est là davantage au lieu de nommer puis être symptomatique. On est plus dans cette présomption que comme une forme d'hypothèse, une présomption que l'occurrence des réponses au questionnaire porte à ce qu'une posture soit présente. Donc, une posture, c'est quoi? Ben, elle se situe à l'intérieur de ces composantes-là sur une espèce de continuum, on va le voir tout à l'heure. Donc, il y a des glissements, il y a une posture sur laquelle, dans ces lectures, on peut observer quelque chose ou on peut prétendre à ce que la posture semble être présente. Donc, optimisme, discipline, adaptabilité, sens des autres et énergie, rien n'a changé. Tout est encore en place dans les composantes. En période de stabilité, de vulnérabilité, je vous l'ai nommé dans le questionnaire, hein, il y a vraiment quelque chose qu'on va aller mesurer ici. C'est encore présent. Et je dirais même renforcé. Là, voici la diapositive qui porte le clou, qui porte vraiment la matière à ce haut niveau. Ce que je voudrais ici mettre en lumière, c'est que vous avez ODASE dans la marge de gauche, puis donc c'est les composantes. Hein, le beau mot, c'est celui-là. On nommait facteur, mais ici, on est composante. Puis sur un continuum, de 3 éléments. Ils sont encore présents. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on les a, ben c'est ça, de gauche à droite et le centre, qui est l'équilibre entre les deux, ou en tout cas côtoie les deux, nommer les 3 postures différemment. Pour rendre hommage à l'œuvre, et là je le rappelle, les définitions, il n'y a rien qui a changé, OK? La manière de le nommer ici sur cette ligne-là, qui est le continuum, la manière de le nommer, donc l'approche pour nommer quelque chose, une posture, un résultat à la personne que vous aurez devant vous, a été, je dirais, on a changé les termes, on les a ajustés pour rendre hommage à l'œuvre. Donc, à titre d'exemple, vous le voyez tout de suite dans la ligne, dans le continuum optimisme, on a remplacé optimiste naïf, vous le voyez en bas, hein, il étant plus petit. Donc, chacun des termes est fait de cette façon. Optimiste naïf, on a tout simplement, on a eu quelques commentaires à l'effet que naïf heurtait. Autant que pessimiste, hein, sur l'autre extrême du continuum, ça avait l'effet de heurter. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé le mot tout en gardant la définition. Donc, d'optimiste naïf, on passe à idéalisme.
Idéaliste dans cette façon encore de mesurer pour l'optimisme cette perspective sur la ligne du temps, hein, que de bonnes choses nécessairement vont se placer. Donc, optimisme naïf est remplacé par idéalisme. Le pessimisme, anticipation. Donc, que de bonnes choses vont se passer, ouais, mais pour éviter les écueils, il vaut mieux prévoir le pire. Il vaut mieux prévoir régler les choses, prendre en considération les obstacles. Donc, pessimiste, ouais, mais c'est d'anticipation. On retrouve la définition dans un mot qui est nouveau, qui correspond exactement à ce qu'on définissait, mais on heurte moins en étant pessimiste ou en étant dans cette manière de nommer naïf. Tu sais. Donc, on a on a mis un qualificatif qui fait en sorte que la posture porte un titre qui est différent, mais rien en arrière a été changé. Donc, la manière de le nommer est importante. Au centre, le mot n'a pas été changé. Donc, on garde la posture réaliste, optimiste réaliste, qui considère à la fois que oui, de bonnes choses peuvent effectivement, le meilleur peut arriver, tout en considérant les obstacles. Donc, la posture réaliste me semble, c'est ça, on le définit avec un terme seulement plutôt qu'optimiste réaliste. Il en va de même pour les autres éléments, les composantes. Donc, dans discipline, on a persévérance qui a remplacé le mot discipline, qui était le même mot sur le continuum. Donc, persévérance et détachement de l'autre côté. L'alignement, on va le voir tantôt, qui est au centre. Dans l'adaptabilité, on a la grande flexibilité et le conformisme, plus de rigueur. Dans le sens des autres, on a la relation, donc grande confiance, relation et indépendance, capable de faire ou préfère faire les choses avec une certaine indépendance ou un détachement de confiance ou de trahison. Donc, donc on a sur ce continuum les deux extrêmes ici, puis la neutralité a demeuré le même mot. Dans l'énergie, et non le moindre des composantes, on a énergie élevée, énergie faible, qui a été remplacée respectivement par intensité et conservation. Ce qu'on entend par là, c'est que énergie élevée, en fait, le degré d'intensité est tel qu'ils vont même dans les occasions les plus complexes dans ces énergies aller chercher de l'énergie, se remplir d'énergie par la complexité. Donc l'intensité dans cette posture mérite d'être saluée, mais en même temps, il faut se préserver. Hein. Conservation, cette façon d'être dans une modération, je dirais, à écono-énergie, mesurer ses énergies. On se rappelle que les composantes, la composante énergie est composée de 4 réservoirs. Hein. Ça n'a pas changé non plus. Donc, les 4 réservoirs étant le mindset, hein, la fameuse posture, l'état d'esprit, donc l'énergie, la batterie physique, la batterie émotionnelle et motivationnelle. Donc, les 4 composantes de l'énergie sont encore regroupées dans ce continuum. Donc, à énergie élevée, qui est l'intensité, et en conservation, il peut avoir au centre cet équilibre où ces 4 réservoirs sont bien mesurés. Donc, ça et là, des moments pour se ressourcer, de ces moments pour veiller à ce que les réservoirs soient pleins pour avoir cette aire de croisière. Donc, une énergie de modération. On dit modération. Donc, vous avez la vision d'ensemble ici. Les termes en grisé vont laisser place à ceux qui sont plus en caractère gras, en vert, je dirais, audace. Pour être capable de les utiliser, vous allez les voir dans les rapports. On va laisser l'ancienne nomenclature de côté. Donc, la transition, s'il y a une diapositive que vous avez à retenir, elle se situe à cet espace ici. Si on va de façon plus précise, dans le mot continuum, là, vous rappelez, il y a des composantes, puis pour chacune des postures, il peut avoir cette définition-là très propre. Donc, l'occurrence des réponses qui ont été données fait en sorte que la posture est de plus en plus claire, donc plus en plus corrobore de plus en plus à une définition d'une certaine posture. Hein. Le mot posture, c'est une des positions sur le continuum. Et le continuum, en fait, est cet espace de lignes-là sur lesquelles, rappelons-le, on peut glisser hein, d'une à l'autre. On peut avoir cette petite définition qui nous parle un peu, mais plus souvent qu'autrement, elle se retrouve à un autre endroit. Fait qu'on va nommer la posture plus présente. Vous allez le voir tantôt avec les intensités du heatmap, de l'intensité de la carte, là, la façon de lire les résultats. Donc, ce que j'aime ici à dire, c'est que il peut avoir une posture très claire ou 2 postures qui cohabitent, qui définissent par chacun leur manière de le décrire,
c'est ça, cette composante-là qui est dans deux postures. Donc, qui est pas mauvaise, qui est comme une façon de le décrire différemment. Dans l'exemple numéro 2, il peut avoir une posture qui est clairement définie et lorsque, soit en vulnérabilité ou en stabilité, il y a des glissements, peut cohabiter ou peut avoir un élément de plus. Comme à titre d'exemple, on a la posture du centre pour l'exemple numéro 2 où très bien définie, mais aussi l'autre pourrait l'être, l'autre à la gauche. Donc, ces deux éléments-là s'additionnent, je dirais, il y a un petit nouveau, il y a une petite posture nouvelle sur laquelle en période de turbulence, peut-être la personne va s'y retrouver aussi un peu plus. Puis en période de stabilité, ça va se concentrer vers le centre. C'est un peu ce que l'exemple qu'on a ici. Donc les glissements, c'est normal. Il faut accompagner les gens à voir qu'il y a peut-être d'autres réponses qui auraient été tout à fait appropriées, mais plus souvent qu'autrement, le modèle probabilisme amène à ce que ce soit cette occurrence-là qui semble se révéler. Donc la posture se définit en ces termes, semble se définir en ces termes. Donc, si on y va d'une façon plus précise pour chacun d'entre eux, idéalisme, qu'est-ce qu'on entend par là? Les probabilités de gain sont plus élevées que les probabilités de perte. De l'autre côté, l'anticipation, prévoir le pire, est la meilleure solution pour éviter les écueils. Le réalisme est au centre dans le sens où il existe une solution à tout problème qui est bien définie. Donc, considérer le problème pour pouvoir bien se projeter ensuite. Donc, réalisme. Ça, c'est la posture optimisme. Dans cette posture-là d'optimisme, il peut avoir, dans cette composante-là, il peut avoir dans ses extrêmes aussi, ça je ne l'ai pas nommé, c'est important. Quand une posture a comme une qualité en fait, notre plus grande qualité, comprenez-le comme vous le voulez, c'est aussi notre pire défaut. Donc, dans l'exagération, dans l'excès, ce que vous allez voir dans les rapports, c'est aussi d'être capable de nommer ce que ça peut tendre à. Donc, à titre d'exemple, idéalisme peut aller jusqu'à la naïveté. Tu sais, ça peut être jusqu'à l'utopie, tu sais, à titre d'exemple. Donc, cette posture qui semble être présente, comme pour toutes les autres, pourrait, en formule d'accompagnement, euh, aider à placer des mots de votre part, là, dans la définition, accompagner la personne à bien la comprendre, c'est aussi comprendre son revers. Donc, j'aime à dire que chacune des postures, vous allez le voir dans le nouveau matériel, a un revers sur lequel c'est important de bien comprendre, puis d'être capable tout simplement de voir est-ce que ça peut aller jusque-là ou ça l'amène à quoi finalement. Donc, dans votre posture d'accompagnement, d'être capable de comprendre que ça aussi, ça pourrait être présent, ben, ça l'enrichit drôlement les échanges et ça l'enrichit la compréhension de cette posture qui pourrait être présente pour la personne. Je continue, je laisse de côté les revers, vous aurez l'occasion de le voir dans le matériel. Ce qu'on a ici ensuite dans le volet discipline, dans son extrême, persévérance. Persévérance, l'accomplissement vient nécessairement des efforts fournis qui seront sûrement récompensés. Dans l'autre polarité complètement, il y a une forme de détachement sur la discipline, dans le sens où l'accomplissement, ça dépend de la prise en compte des besoins personnels et de l'instant présent. Donc, un peu plus volatile, d'où l'idée du détachement de cette discipline. Et au centre, l'alignement. Vous vous rappelez, hein, discipline, ça mesure cet alignement-là sur une motivation plus intrinsèque, une motivation, une valeur surtout qui est présente. Donc, l'alignement vient du mot ou l'accomplissement vient de l'intégrité des valeurs mises en action. Donc, cette unité de mesure-là qui nous est propre, mieux vaut comprendre ce qui nous habite en termes de valeur et au niveau motivationnel, ce qui fait que l'alignement est correct ou l'alignement est motivant. Vous voyez sur le continuum. Dans la composante suivante, on a l'adaptabilité. L'adaptabilité qui, à tout rompre, dénote une grande flexibilité. Donc, compter sur la capacité et les ressources pour répondre adéquatement aux exigences de toute situation. Donc, à flexibilité, tout rompre. D'autre côté, le conformiste, cette posture dénote les pratiques qui ont été éprouvées dans le passé et qui ont été nécessairement efficaces, euh, sont plus peut-être garantes ou rassurantes à l'effet que s'il y en a d'autres, pourraient peut-être
pourrait peut-être être trop en marge. Donc, tout modèle de forme, protocole, règles et tout ça, ben, si ça fait leur preuve, mieux vaut continuer avec. Donc, l'adaptabilité, une certaine rigidité ou une certaine conformisme, une certaine sécurité pourrait être une posture observable, dénotable aussi. Et au centre, là, on a le mot balance. Balance, c'est plus comme l'objet, si on veut. Cette façon-là où contribuer à relever des défis dépend des facteurs de référence connus qui ont été favorables et qui vont être favorables à la réussite. Donc, il y a une espèce d'ambivalence ou de mesure, si on veut, une espèce de choix qui est pas à tout rompre en flexibilité, puis qui peut avoir fait lettre de noblesse dans le passé. Donc, un apprentissage qui favorise à cette mesure-là là, qui est au centre. Donc, le choix de l'adaptabilité dépend de certains facteurs. Quand on retourne au sens des autres, le sens des autres, rappelez-vous, c'est cette confiance, cette aisance-là à avoir des harnais de confiance et à en faire référence. Puis s'il y a eu des moments plus de l'ordre de la trahison ou tu sais, qu'il y a eu de l'inconfort au niveau de cette confiance dévolue, ben, il pourrait avoir l'unité de mesure ici qui crée, qui crée aucune distinction à ce que vous avez appris dans le passé. On a tout simplement, encore une fois, changé les mots. Donc, l'unité de mesure demeure. Changer les mots et changer les titres sans altérer l'œuvre. Donc, sens des autres, plutôt que de reprendre le mot du continuum, on a nommé ici relation. Donc, très grande ouverture à la confiance envers les autres, du genre ensemble, on fait mieux et on va plus loin. De l'autre côté, complètement, dans l'indépendance, mieux vaut ne pas attendre, ne pas dépendre ni attendre d'autrui. Donc, une certaine forme d'engagement où la confiance bon, n'est plus ou moins présente. Donc, une forme d'indépendance à l'égard du sens des autres. Et le prétexte où on part avec un caractère assez neutre, pas nécessairement de confiance démarquée ou de sentiment de trahison à l'égard de, cette neutralité se trouve à être pour n'importe quelle aventure ou n'importe quel sentiment d'équipe ou de réalisation de la confiance se construit dans un souci d'équilibre, c'est donnant-donnant, puis on repart constamment à zéro sans prérequis ou sans rien attendre nécessairement en retour. Donc voilà pour la neutralité. Pour ce qui est du dernier des composantes, on a ici sur le continuum intensité, donc énergie élevée. Ce qu'on entend par intensité, il n'y a rien qui change encore une fois, les quatre réservoirs sont les mêmes, je vous l'ai mentionné. Chaque défi stimule la volonté et les forces nécessaires pour les relever. Quand on veut, on peut. Fait qu'énergie élevée dégage, dégage, dégage ce sentiment-là, cette énergie-là face à quelconque obstacle, mais aussi dans une certaine forme d'aisance ou dans l'adaptabilité, de stabilité, est capable, ben, c'est ça, de fournir en énergie autosuffisante, va même s'énergiser dans la complexité. De l'autre côté, complètement, plutôt que de nommer énergie faible, on y va avec une connotation de conservation, éco-énergie. Donc, l'énergie doit être utilisée avec efficience et absolument être renouvelée. Avant de faire le premier pas, être déjà considéré dans le renouvellement. Et au centre, on a le souci de renouvellement essentiel pour soutenir les efforts et le bien-être à moyen et long terme. Donc, capable de prévoir à l'avance les bornes de rechargement d'énergie, capable de modéliser ses énergies aussi, de ne pas d'y aller à énergie haute, d'y aller avec un souci de, ben, c'est ça, ressourcement, dans le sens où la modération semble avoir bien meilleur goût. Donc, on a repassé ensemble les composantes et chacun des continuums. Ce qui est intéressant dans la dernière diapositive, là, je vous rappelle la manière de présenter un profil du haut vers le bas. Donc, on donne les résultats et en coaching, en accompagnement, pour les réapprendre ou je dirais les approfondir en formule d'accompagnement. Là, on est plus du bas vers le haut. Ce qui confère l'espace suivant où je veux vous amener, c'est l'interprétation du rapport. Donc, à un moment où, sur une certaine ligne du temps,
OK? Là, c'est vraiment l'espace-temps, le vrai temps. Là, c'est pas un continuum ici. Vous avez les deux premiers petits points qui symbolisent le premier et le deuxième des questionnaires. Premier étant vulnérabilité, la stabilité, le deuxième étant vulnérabilité. Ils peuvent être interchangés, il n'y a pas de souci. L'idée de faire un espace-temps et de changer le mindset, ou du moins de donner la consigne à la personne que c'est vraiment dans un autre spectre, un autre état d'esprit qu'on complète le deuxième questionnaire. C'est important de l'accompagner, hein, les personnes. Puis ça, ben, vous aurez un vidéo introductif là, pour bien aussi raccompagner une fois que la personne aura fait le questionnaire. Vous aurez un vidéo qui va aider la personne à comprendre ce vocabulaire. C'est le ODASE, il n'est pas présent dans le questionnaire, mais lorsqu'il viendra le temps de vous donner un coup de pouce pour présenter les résultats, ben, il y aura cette capsule-là enregistrée que vous allez pouvoir mettre à la disposition des gens qui sont sur le point de recevoir leurs résultats. Donc, les accompagner à bien saisir ce qu'est ces résultats-là. Donc, vous allez gagner du temps à toute fin pratique avec cette capsule. La présentation de cette capsule va vous permettre, vous, dans un parallèle, un espace-temps similaire, avant la rencontre, d'analyser bien sûr les résultats. Qu'est-ce qu'on entend par l'analyse des résultats? C'est oui, de regarder ce que le questionnaire a généré, d'être capable surtout de cibler où sont les écarts, où sont les ondes d'intensité, où sont ces espaces où il y a peut-être même des liens entre certains facteurs, hein, certaines composantes du modèle. Donc, entre, par exemple, l'optimisme et l'énergie, il y a un lien certain entre discipline et énergie, il y en a un autre. Donc, de faire des liens entre les composantes. Une fois que l'analyse des documents est faite, là, vous êtes au moment où c'est le moment de restituer, de présenter les résultats. Donc, avant la présentation, je vous invite fortement à installer cette espèce de climat de confiance parce que quand on révèle les résultats puis on est là en présentation, en échange, il est possible que ben, certaines zones amènent dans l'émotion. Tu sais, c'est possible, là. Donc, il faut les accueillir, ces émotions-là. Créer le sentiment de confiance, ben, ça va permettre à la personne ben, d'absorber, de comprendre et de vous faire confiance comme personne. C'est une certaine partie d'intimité, là, si on veut. Elle va vous témoigner peut-être ces exemples qui lui viennent en tête de grande qualité. C'est un partage très généreux, donc il faut être réceptif à tout ça. Donc, installer ce climat pour que les ponts, l'échange se passent bien. Préciser le but recherché dans le sens où peut-être que la personne a une intention avant même de faire, et peut-être très implicite parce que vous avez suggéré cet outil, mais d'être capable de comprendre ou de restituer l'objectif dans lequel la présentation, la restitution des résultats peut être faite. Et mais surtout le but recherché par la personne en ayant fait ce questionnaire. Ensuite, ben, rien de moins que ben, aller voir aussi si elle a déjà eu une expérience avec d'autres outils psychométriques et de voir la complémentarité qu'il pourrait y avoir entre les résultats si la personne se sent ouverte à le faire aussi. Là, ça va de soi. Certains, rappelons-le, ont eu des moments antérieurs où ça n'a pas été peut-être très révélateur ou peu importe. Donc, c'est intéressant de le mettre au début de la conversation plutôt qu'à posteriori quand les résultats sont tout faits peut peut-être avoir une adversité même face à ces outils-là. Tu sais, on ne le sait pas, mieux vaut en parler maintenant, tu sais, avant d'entreprendre la présentation. On en arrive au moment de la rencontre où ben là, on est dans la restitution, donc la présentation. Vous pouvez faire un partage d'écran ou déposer les documents devant vous à la table. Les rencontres en présentiel, c'est possible aussi. Puis la posture de présomption, dans le sens où c'est possible que, hein, moi, je vous encourage vraiment à avoir ce ton-là au conditionnel pour être capable de décrire d'une façon la plus ouverte possible. Il semble que ce soit présent pour toi. Donc, ce résultat, euh, comment ça s'exprime dans ta vie ou quelque chose comme ça, quels exemples collent à cet espace de résultats. Donc, la présomption vient avec l'idée que ce n'est pas un diagnostic, hein, c'est pas on ne met personne dans une petite boîte ici, on est en formule d'accompagnement. Donc, c'est vraiment une dynamique d'échange. Puis là-dessus, vous avez un guide de 6 questions ou à peu près par composante pour être capable d'accompagner dans certains méandres ou d'exploration ce qui semble être présent pour la personne. Donc, on vous suggère ici d'utiliser ces questions d'exploration. Puis, à la fin de la rencontre complètement, voir est-ce qu'on a atteint l'objectif de séance, est-ce qu'on a atteint le but recherché, est-ce qu'on y va. Puis déjà, juste avant de se laisser, de commencer à parler du après. C'est-à-dire préparer le client
à l'identification des cibles qui pourraient être entrepris. On suggère fortement de débuter l'accompagnement par la base de la pyramide, mais s'il y a une des composantes qui attire l'attention, qui suscite un intérêt de la part de la personne que vous avez devant vous, bien, ça pourrait être priorisé ou ça pourrait faire l'objet, parce qu'il y a eu un impasse, parce qu'il y a eu un souci, un pépin, que ce serait le meilleur des composantes peut-être à aborder dès le départ. Tu sais, ça peut être ça aussi. Donc, s'entendre sur une certaine forme de, bon, j'aime pas dire hiérarchisation, c'est beaucoup plus de prioriser parce que les outils peuvent accompagner la personne à comprendre des choses qui sont mesurées dans une autre composante aussi. Donc, c'est possible, rien n'est enchâssé, là, et c'est possible qu'il y ait quand même un bel accompagnement sur l'ensemble des composantes. Puis mettre les cibles en action, bien entendu. Et vous avez à ça, dans l'outil Confluence, une base de données. C'est vraiment une plateforme à part où on a tout regroupé le matériel. La typologie s'y retrouve, elle est retouchée. Donc, je vous invite à aller revisiter Confluence pour en comprendre davantage sur le livret des typologies, mais surtout les outils d'accompagnement. Donc, le rapport Audace maintenant ressemble un peu plus à la capture d'écran que je vous partage à l'instant. Donc, le rapport est composé, oui, d'une petite introduction. Le résumé, c'est exactement la feuille dont j'ai fait la capture d'écran ici, là. Donc, le résumé, il n'y a plus de pourcentage, il n'y a plus de petits cadrans, là. C'est vraiment en principe d'intensité, d'opacité de couleur. Je vais vous expliquer à l'instant. Puis, dans ces résultats qui sont sur une feuille, hein, le principe d'avoir cette vision-là d'ensemble, vous pouvez vous en tenir à cela pour la présentation. Vous avez aussi sur la plateforme le même espace numérique là, que vous pouvez partager ou vous partagez le PDF que vous pouvez envoyer à l'avance ou pas à la personne. L'intention est de montrer, de présenter cette intensité-là de couleur. Vous voyez facilement hein, les présomptions que ce soit présent, donc cette manière d'être ben, dans la stabilité, l'autre vulnérabilité, les couleurs qui sont identifiées en jaune et en bleu. Vous avez dans le même rapport les risques associés à et les recommandations. Donc, la progression est en deux temps. L'accompagnement, c'est du haut vers le bas. La présentation, pardon, c'est du haut vers le bas et l'accompagnement, c'est du bas vers le haut, pardon. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, ben, les questions, je vais vous laisser en prendre connaissance parce que pour chacune des composantes, on part sur le bas, hein, on a énergie ici pour remonter vers le haut de la structure. Puis, vous allez voir, à chacune des questions, c'est déjà un peu préformaté que ça pourrait être associé à un ou l'autre des postures. Donc, ça pourrait être intéressant de meubler d'abord, en fonction des résultats, la séquence de questions ou vous les mettre en bouche pour voir qu'est-ce qui pourrait être davantage utilisé pour accompagner la personne. Donc voilà pour énergie. On a sens des autres et adaptabilité pour ensuite ben, discipline et terminer avec l'optimisme. Puis dans la restitution des résultats, vous voyez sur la capture d'écran, j'ai pris en deux colonnes pour que vous ayez une vision d'ensemble. Donc, dans le résumé d'un profil, on peut voir ici qu'il y a des intensités de couleurs, des opacités de couleurs. Donc, ce que ça l'amène à penser, c'est que ce que ça l'amène à lire, même pour quelqu'un qui n'est pas initié du tout au vocabulaire, c'est ben, cette intensité-là qui correspond à 60 et plus, 60 et plus étant la zone 1 et la zone 2. Donc, en opacité, on peut lire à l'intérieur des résultats qu'il y a une certaine reconnaissance dans la description à ce que ça pourrait être de façon, pas partielle, ça pourrait être de façon pratiquement intégrale dans la définition que vous allez apporter pour la posture. Donc, à titre d'exemple, on a ici le volet optimisme hein, en premier pour Madame Audace, puis de la posture réaliste, mais aussi la posture idéalisme semble être présente pour Madame Audace, puis dans une proportion où probablement, tu sais, ça correspond à la zone 3, là, pour ceux qui étaient dans cette nomenclature. Donc, une intensité qui est présente, peut-être partiellement si on lit la typologie ensemble, qui peuvent par moment se définir légèrement différemment, mais somme toute semblent correspondre à ce qu'on a ciblé comme définition. Puis vous voyez que dans la posture vulnérabilité, toujours pour la composante optimisme, il y a comme une condensation. Il y a vraiment la couleur devient plus opaque au volet réalisme, ce qui confère un résultat de probabilité que probablement la définition du volet réalisme chez Madame Audace en période de vulnérabilité semble correspondre
puis là j'aimerais ça l'avoir devant moi, semble correspondre pratiquement de façon intégrale dans la typologie. Tous les éléments sembleraient seraient présents. Donc, accompagner les personnes à comprendre ce qu'on en fait de la définition, là, de la manière qu'on peut accompagner une personne à comprendre que cette posture semble être présente pour elle. Bien là, ici, on peut lire facilement que pour le volet optimisme, le continuum est plus large en période de stabilité, puis en période de vulnérabilité, un volet, une tendance à être beaucoup plus réalisme que idéalisme, bien qu'elle soit présente aussi. Donc, on voit, je dis condensation, mais on dit, il y a vraiment quelque chose de plus opaque qui semble se présenter pour ce continuum, cette composante-là aussi. Donc, si j'avais Madame Audace devant moi, là, je pourrais l'accompagner sur ben, chacune de ses composantes ou la discipline, ben, l'alignement et le détachement. En période de stabilité ou vulnérabilité, semble être présente pour elle. Donc, ce serait sans surprise que si je l'accompagne, je définis avec le livret des typologies, je l'accompagne à comprendre un peu plus ce qui semble être présent pour elle. Peut-être que de façon intégrale, là, on comprend, c'est entre 40 et 60. Donc, on est en zone 3 où probablement que certains éléments vont moins coller. Et là, prêter à l'exemple, il y a peut-être un accompagnement sous forme de questions qui va l'aider à comprendre, oui, c'est plus souvent qu'autrement, oui, c'est présent pour moi. Et qu'est-ce que ça crée comme embûche? Qu'est-ce que ça crée comme challenge? Qu'est-ce que ça crée comme développement? Donc, l'accompagnement en outil de coaching pourrait être présent pour elle. Euh, Ensuite, quand on tombe dans adaptabilité, sens des autres et tout, là, on comprend qu'il y a des lectures différentes à faire. Lecture différente, ça veut dire quoi? Ben, l'adaptabilité, vous voyez, il y a vraiment une intensité plus forte, très marquée en stabilité. Puis en vulnérabilité, hop, ça devient un peu plus, ben, c'est ça, c'est deux postures qui semblent se cohabiter. Sens des autres, on a une polarité hein, qui reste la même en stabilité ou en vulnérabilité. Puis en énergie, on voit un glissement. Mais là, c'est intéressant de voir que d'un côté comme de l'autre, il y a vraiment, il y a- ça semble correspondre. Ça semble correspondre à, mais le glissement est plus sur le volet énergie de conservation. Fait qu'on est plus dans le volet de conservation à ce moment-ci. Bien qu'on n'a pas Madame Audace devant nous, elle serait probablement à même, juste avec l'intensité des couleurs, à comprendre ce qui semble être présent pour elle. Donc, on accompagne plus dans la définition, dans la lecture d'eux. On a ici une autre personne complètement, vous allez comprendre par la coloration. On a le cas de José là, dans les formations niveau 1, on présente et on approfondit. Puis là, vous comprenez juste avec l'intensité des couleurs qu'il n'y a pas de demi-mesure. On est vraiment comme autant en vulnérabilité qu'en stabilité dans des couleurs qui sont beaucoup plus présentes, donc beaucoup plus assumées comme définition, probablement que si je lirais les typologies pour l'accompagner à comprendre cette posture en tout point égal, probablement que José s'associerait beaucoup à cette définition-là. Mais encore, je garde ma posture, c'est pas directif, c'est comme probant que ce soit présent. Donc, je tenterai de définir avec elle ce qui joue ici, non seulement sur la description de la posture, mais aussi dans cette façon d'être, regardez bien, dans cette façon d'être idéalisme, peu de discipline. Donc, le détachement semble être présent. Donc, comment on peut être à la fois idéalisme, puis dans la discipline, d'être dans ce détachement? Et vous voyez, il y a des liens entre les composantes, ce qui peut paraître ben, assez dichotomique, mais là, de l'accompagner dans cette compréhension-là pourrait l'amener à, en période ben, de stabilité, autant de vulnérabilité, comprendre ce qui se passe. Mais ici, c'est entre les composantes qui pourrait être intéressant aussi d'aller voir ce qui se loge. Donc, c'est un peu plus cliché là, comme portrait, mais voilà, ça peut être un type de résultat qui est présent chez une personne. Donc, j'en suis maintenant aux outils de coaching. Outils de coaching, c'est quoi? Ben, c'est l'accompagnement pour chacune des composantes. Donc, l'accompagnement, c'est pas seulement dans dans la manière de comprendre la définition, mais c'est de la creuser, de se l'approprier. Puis là, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour chacune des composantes, ça correspond à des outils, à des templates, à des matrices, à des éléments que vous connaissez peut-être déjà, sur lesquels il y a des liens directs avec les composantes. Donc, j'y vais avec un survol.
À titre d'exemple, Anticipation du futur pour l'optimisme, c'est un outil qui permet aux individus et aux organisations de mieux comprendre comment les perceptions et les attentes futures influencent le comportement et la prise de décision. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est très simple comme outil. On parle de 4 questions gradées d'une échelle de 1 à 7 où, dans sa progression et dans sa régression, on est capable de quantifier ou du moins d'aller encercler avec la réponse qui correspond le plus pour la personne. Puis, ben, prétexte à la discussion, hein, c'est beaucoup ça l'outil, être capable de naviguer, d'accompagner la personne à voir les liens entre ses réponses, ses éléments de réponse, puis voir aussi peut-être les polarités qui s'installent. Donc, c'est vraiment des outils, c'est ça, de prétexte à la discussion, à l'approfondissement. Puis, il peut avoir une mesure assez temporaire où, si on fait l'exercice un peu plus tard, ben, peut-être que ça pourrait imager, hein, des choses qui sont différentes. Donc, l'influence du comportement à la prise de décision est vraiment intéressante ici. Puis vous avez en complément prise de décision qui est dans une matrice encore toute simple, un autre outil qu'on prête à votre attention qui permet ici, cette fois-là, de construire, de décrire une tendance à anticiper les résultats positifs. Donc, ça joue un rôle qui pourrait être vraiment important dans la prise de décision, qui influence dans la perception des risques et peut-être même d'une opportunité là, de bien l'identifier. Encore là, les étapes sont simples. Le guide d'utilisation, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comme définir ce qu'est cette matrice-là, une matrice en 4 cadrans relativement simple, puis d'être capable de la compléter avec des exemples flagrants, puis d'en analyser avec vous les résultats, d'être capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a des liens, qu'est-ce qui fait que c'est si facile là, d'avoir peut-être complété un de ces cadrans, puis plus difficile ou plus quel lien qu'il y a entre les composantes des éléments qui ont été proposés. Puis pour chacun des outils, j'en profite aussi pour dire que la personne peut repartir avec cet outil. Donc au quotidien, le client, tu sais, pourrait les réutiliser dans un contexte qui lui est propre pour aller revoir cette unité-là de mesure si elle a changé ou pour l'aider tout simplement dans ce challenge qui semble à l'horizon. Donc, dans prise de décision et anticipation du futur, on a deux outils que je vous invite fortement à pas juste comprendre, là, il faudrait être à ce niveau de maîtrise, d'être capable là, de les prêter à l'attention pour aider la personne, si le cas échéant, il y a un éclairage à mettre sur les éléments de réponse des résultats, ben, vous pourriez les utiliser aisément. On a ici pour discipline le modèle de Vroom, que vous connaissez peut-être. En fait, c'est trois éléments qu'on met un à côté de l'autre pour être capable de les quantifier. Puis, pas besoin d'être très fort en mathématiques pour comprendre que si un de ces éléments a été dégradé à 0, donc 0 fois un autre chiffre, n'importe lequel, ben, on peut voir que la matrice d'engagement ben, pourrait être à un degré moindre. En fait, Vroom, je reviens à l'essentiel, c'est de permettre de comprendre et d'analyser la motivation des individus à s'engager dans un projet ou un changement de comportement. Puis là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on mesure quand même 3 éléments qu'on met côte à côte, effort, récompense, valeur accordée à cela. Donc, dans un principe de gradation, on accorde une valeur à un élément. Donc, ça peut être cité en exemple. Le premier étant l'effort. Suis-je capable de réaliser l'effort demandé? Après ça, au niveau de la récompense, y a-t-il un lien entre l'effort et la récompense du résultat obtenu? Ensuite, la valeur. Quelle valeur que j'attache à cette récompense? Donc, on est dans des éléments chiffrés, quantifiés sur une gradation. Puis, on est dans le senti, hein? On n'est pas dans cette précision. On est plus dans le senti. Puis, une fois que c'est nommé, ben, en faisant le calcul mathématique, on est capable de voir, ouais, mais l'engagement par rapport à un autre élément serait lequel? Tu sais, on peut reprendre un autre exemple à côté. On peut retravailler sur ben, des engagements qui nettement pourraient être différents. Fait que le modèle de Vroom, ce qu'on veut, en fait, c'est de mesurer, d'aider la personne à évoluer dans cette prise de conscience. Et puis, gestion des priorités, une matrice que vous avez assurément déjà vue, la matrice d'Eisenhower, ou urgent, non urgent, important, non important. On est capable ben, finalement, de les mettre dans un cadran ou dans les éléments, les exemples sur lesquels on est capable de les mettre, de les accoler dans les cadrans. On est capable maintenant d'en dégrossir, d'en catégoriser. Donc, c'est vraiment, l'outil sert à ça, hein. C'est comme si on pourrait, vous pouvez l'utiliser
dans différents contextes. Ça sert à hiérarchiser les tâches. Ça permet une utilisation, je dirais, plus optimale du temps et nécessairement des ressources à y conférer. Puis ça pourrait être utile dans un contexte où il y a plusieurs tâches qui sont nombreuses, sont dans un contexte particulièrement varié, puis ils peuvent être noyés au travers une multitude d'activités qui, à un moment donné, on voit plus clair, là. Il n'y a plus de perspective, il y a plus il y a plus de texture, là. Tout nous semble égal. Donc, le guide d'utilisation qui est proposé ici, c'est un résumé, hein. Encore une fois, là, vous avez tout en confluence. Essayez d'accompagner la personne à naviguer à travers cet outil-là pour approfondir, mieux comprendre ce qui se joue ici, là. Quand on dit discipline, on dit aussi cette façon d'être dans le changement. Donc, le changement imposé, changement voulu. Ici, la matrice qui est proposée, elle permet de positionner face au changement en fonction des valeurs personnelles, mais aussi de son état d'esprit. C'est un outil qui aide à déterminer si on aborde le changement dans un état d'esprit fixe, donc stratégie de stabilité ou de continuité, ou un esprit souple. On est dans le fixed mindset, open mindset, là, pour justement mieux comprendre ici ce qui se joue. Bref, le guide d'utilisation qui est proposé ici est beaucoup plus explicite dans Confluence, encore une fois. Cette matrice-là aide à comprendre qu'est-ce qui fait que un changement pourrait être plus difficile à entreprendre, plus douloureux ou plus durement, là, si on veut, ou plus difficilement. Et puis, on en vient ensuite au sens des autres. Le sens des autres, ici, on a tout un lien avec le harnais de confiance. Donc, comment qu'on établit la condition pour laquelle la personne pourrait être en confiance face aux autres si quoi se passe? Et là, vous avez une proposition de 24 éléments sur lesquels ça permet d'aider les individus et les équipes à identifier leurs facteurs clés qui favorisent la confiance envers les membres de leur équipe et envers peut-être leurs coéquipiers ou leur père dans une échelle de gestionnaire. Donc, les 24 éléments ici, là, c'est pas un test de la vue, là, de vision de la vue que je vous fais. Là, vous les avez ici, puis vous les avez aussi dans Confluence. C'est des éléments, il peut en avoir des nouveaux qui s'additionnent. Donc, c'est des éléments qui pourraient être intéressants à prioriser. Donc, on vous propose d'apporter à l'attention l'ensemble de la liste pour que, en termes d'approfondissement, que le client ou que la personne que vous accompagnez soit capable d'en donner un palmarès, disons, de 3, 4. Ça va être peut-être difficile, mais l'objectif est d'en venir à ces conditions-là, ces critères-là ultimes pour que l'établissement de la confiance se passe. Puis comprendre ce qui se joue ici. Pourquoi que ça pourrait être, qu'est-ce qui pourrait être différent si ça ne se passe pas. Tu sais, c'est des zones d'exploration fort intéressantes à faire. Puis en terminant, les 4 réservoirs d'énergie, ce qu'on a ici, c'est une matrice toute simple qui nous retourne à l'essentiel sur les 4 réservoirs. Donc, on questionne l'énergie émotionnelle, l'énergie physique, l'énergie motivationnelle et le fameux mindset que je vous parlais, l'énergie mentale. Donc, dans quel état d'esprit on est pour être pris dans un temps donné et dans un temps donné, d'un espace-temps assez limité, assez court en espace. Donc, un temps 1, un temps 2, ça peut être un temps 3, 4. L'idée, c'est de le faire d'une façon où la mesure mérite une attention. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui se joue en énergie quand ça se passe ou quand ne se passe pas. Tu sais. Donc, ça pourrait aider l'écart ou les variations entre les réponses de ces temps d'observation peuvent aider à la personne à comprendre ce qui se joue. Donc, c'est très important d'avoir quand même un lien entre les moments où cet exercice est fait. Donc, suivi et ajustement s'il y a lieu. Donc, on a vu en détail, on a vu en survol des outils de coaching sur lesquels je vous invite vraiment à approfondir, à avoir ce degré-là de maîtrise minimalement. Il peut y avoir d'autres outils, on n'exclut rien. L'important ici, c'est tout de moins de comprendre et de bien maîtriser ces outils-là parce qu'on les voit d'un premier abord très incontournables pour la partie, la phase de coaching, d'accompagnement des personnes que vous avez accompagnées dans le débriefing, mais que là, on est dans un degré d'approfondissement et d'aller rechercher l'essentiel, la souche là, de ce qui est généré pour apprendre à justement voir ce qui se joue. Dans la dernière partie de notre échange, moi, ce que je veux aussi replacer, c'est la genèse de l'outil qui est, rappelons-le, Audace, hein, ça mesure la résilience. Donc, on est dans cette turbulence-là, on est dans la lecture des écarts et puis dans cette capacité de rebond.
Bon, mais qu'est-ce que c'est ça, cette capacité-là de comprendre que la résilience occasionne, c'est ça, un effort ou cette capacité de rebond-là est si facile ou si aisante? Ben, il faut comprendre que c'est une question d'individu, c'est certain, mais il y a l'empirique. On est dans ce monde dit VUCA ou VICA en français, où les individus et les équipes et les organisations évoluent, on ne se le cachera pas, là, dans un monde qui est, surtout ces temps-ci, dans un monde en perpétuelle mutation. Ce que ça veut dire, c'est que s'il y a des variables, des composantes qui sont hors de notre contrôle, qui sont très anthropiques, comment on fait pour les mesurer? Là, c'est intéressant de comprendre que l'outil Audace, il est particulièrement à cet éloge, c'est pour ça que je parlais d'empirique, il est particulièrement dans cette lecture-là de ce qui est tout autour. Donc, les écarts, les mesures, oui, mais d'être capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cet empirique-là, c'est l'outil certain pour vous aider à le mesurer. Puis pourquoi je parle ici de VUCA ou VICA en français? Parce qu'en fait, c'est un acronyme qui a été utilisé dans un autre contexte, dans un contexte militaire, de stratégie militaire. Puis, depuis bon nombre d'années, on l'a réemprunté ici dans le contexte de gestion. Le contexte de gestion, puis, elle peut être appliqué dans les domaines de développement stratégique, de leadership de l'individu, dans le contexte d'éducation aussi. Donc, c'est important quand même de comprendre ce concept si vous ne le connaissez pas déjà. Je vous invite à vous y intéresser, puis il existe plusieurs ouvrages à cet égard. Donc, ici, on rapporte l'acronyme VUCA ou VICA en français. Donc, volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté sont ici mesurés. Donc, sont ici mesurés, sont ici dans les paramètres de ce qui fait que la zone de turbulence, la résilience est quand même dans cet espace empirique. Donc, le modèle qu'on dirait pour certains auteurs, dont Benjamin Chaminade, pardon, donc le VUCA 2.0 est nommé ici BANI. Donc, on va le voir à l'instant, donc un principe, au FANI en français, un principe où la fragilité, l'anxiété, le non-linéaire et le volet incompréhension sont ici mesurés. C'est comme si c'était dans le 2.0 amplifié, OK? Puis il peut avoir cette tangente qui est amplifiée, mais qui est ressentie plus vers l'intérieur. Donc, c'est important de comprendre VICA et FANI en français. Donc, quand je vous disais qu'est-ce qui est mesuré, qu'est-ce qui est lu, ben, volatile, incertain, complexe, ambigu, où le changement est connu, hein, volatile, incertain, où les incertitudes ont disparu, ou le complexe où tout maîtriser n'est plus possible, ambigu, avec plus de questions, on sort avec plus de questions que de réponses finalement, et à coller à ça, un sentiment de, ben, si c'est amplifié, là, c'est là que le modèle, si on veut, Fanny, ou Banny, Bringle en français, Fanny. Donc, fragile, on a compris que ce monde qui est si volatile, où le changement est continu, ben, il peut avoir une certaine fragilité, donc ça peut se briser à un certain moment. Ou le contexte, on peut le voir comme incertain, où les incertitudes ont disparu. On peut voir que, ben, disparu, oui, ça peut générer un stress, mais le stress, vous le savez comme moi, le stress accru face à l'imprévisibilité peut survenir aussi. Dans le volet de la complexité, tout maîtriser n'est plus possible, mais si de façon amplifiée, on irait tout simplement dans un concept où c'est comme, ça se peut que ce soit non linéaire, tu sais. Ça se peut que les disproportionnalités imprévisibles soient à ce point, c'est ça, non linéaires. Et avec ambigu, on ressort souvent, ben, on ressort avec cette manière d'avoir plus de questions que de réponses. Et ça se peut que finalement, le monde plus incompréhensible, donc ces difficultés à comprendre malgré les informations, ça demeure dans un contexte complètement incompréhensible. Fait que ce monde-là, VICA en français, ou BANI ou FANI en français, il faut comprendre que c'est dans l'empirique. Et comment le mesurer? C'est là qu'apparaît l'outil Audace. En fait, se loge avec beaucoup d'humilité, sans prétention. Et il y a peut-être une façon justement d'associer ces critères qui sont très empiriques, aux composantes audaces. C'est-à-dire que dans vulnérabilité, va demander une certaine énergie, une vitalité d'aller, ouais, c'est ça, dans la volatilité, à essayer d'aller capter, d'aller comprendre les signaux. On est dans l'émotion, on est dans le mindset, on est dans la posture dans l'incertitude, le sens des autres, cette façon-là, nécessairement de faire confiance ou d'être dans le détachement.
Puis, dans une lecture nécessairement complémentaire, le sens des autres, oui, mais dans cette façon d'avoir la probabilité que de bonnes choses vont se produire. Donc, le volet optimisme est aussi considéré pour le volet incompréhensible. Ouais, incompréhensible, c'est ça. Puis, la complexité qui est dans cette facilité-là d'avoir l'adaptabilité ou d'en être capable de le mesurer, l'adaptabilité. Puis, en dernier, incertain. L'optimisme et la discipline se côtoient pour faire en sorte que, ben là, si c'est présent, la discipline fait-elle de se référer à ses motivations, de se référer à un cadre, de se référer à cette façon ben, c'est ça, d'y aller même si on a... d'y aller même si le volet ambiguïté ou incompréhensibilité est présent. Donc voilà, il y a des liens à faire entre, l'auteur du moins nous laisse ces liens entre les composantes de l'outil Audace et ce qui se trouve à être dans dans ce monde qu'on dit VUCA ou VICA en français. Donc voilà les liens. Puis, ben, pour terminer sur la capsule qu'on voulait faire un lien entre la matière que vous avez vue niveau 1 et les petits ajustements, je vous rapporte rapidement à notre plan de cours que je vous ai mis sous les yeux au début de la capsule. J'y viens. Donc, miser sur, dans cette développement des compétences, l'ajustement. Là, maintenant que je fais un sommaire, l'ajustement des termes pour ne pas heurter. Donc, on a gardé les questions des questionnaires. On a ajusté l'approche pour qu'elle soit capable d'être plus tranchée, si on veut, de faciliter la lecture. Donc, compléter les questions a été une aventure, si on veut, ben, plus périlleuse dans le sens où on a voulu faciliter, avoir une lecture plus tranchée des résultats. Donc, entre la stabilité et vulnérabilité. Au niveau des questions, rien n'a été changé. Au niveau des composantes, rien n'a été changé. Dans les continuums, les titres, les définitions demeurent et les titres sont accessibles en ce sens qu'ils qualifient plutôt que d'étiqueter ou d'avoir cette tendance-là qu'on a entendu à étiqueter. Donc, on est plus dans un volet de qualifier, hein, d'accompagner la personne à voir ce qui est présent. Puis, on remise ici toute la base d'accompagnement. Donc, oui, d'en faire la lecture, c'est une chose, mais d'accompagner la personne à approfondir ses résultats, c'est là qu'on voudrait que vous soyez, ben, c'est ça, dans cette posture d'accompagnement. Donc, quand je dis posture, on a la posture du certifié Audace en 3 piliers, comme je vous ai présenté. Donc, dans l'ajustement, on mise sur ben, les titres qui ont été ajustés et la posture, le volet accompagnement qui est très important. D'où l'idée de faire une certaine forme de validation théorique, mais surtout pratique. Donc, ben, je vous remercie pour votre attention. On demeure disponible, l'équipe de Marketpedia et les formatrices pour vous accompagner dans cette mise à niveau-là. Puis, la suite, là, vous avez vu un volet plus théorique. On veut vous revoir en cellule ben, de développement, d'apprentissage dans des ateliers plus pratiques avec des pairs. Donc, ben, c'est possible qu'on se revoie. Je vous souhaite une belle période d'approfondissement et surtout de mise en pratique. C'est ce qui vous attend pour la suite.